Donc Pierre Évin n'ignorait rien de la coutume de Bretagne, de la très ancienne coutume, de l'ancienne, de la nouvelle et tous les textes ayant trait au droit coutumier breton en vigueur ou abrogé. Il s'est intéressé plus à l'histoire et à l'histoire du droit qu'à la géographie. L'article 684 de la coutume réformée de 1580 l'a conduit néanmoins à ne pas pouvoir ignorer les usements locaux, puisque ce pénultième article de la coutume conservait, malgré la critique de d'Argentré, a, on le sait, maintenu au bénéfice des Bretons ces droits particuliers, et je cite, qui ne sont écrits, compris ni contenus en ce livre coutumier, desquels ils jouiront et seront gardés et observés, ainsi qu'ils l'ont été par le passé, nonobstant la réformation, lecture et publication des dites coutumes, qui ne pourront leur préjudicier, sinon en ce qu'expressément il y serait dérogé. Ainsi avait-il été fait droit aux demandes de nombreux seigneurs, tels que rappelés à la fin du procès-verbal des commissaires réformateurs signé le 14 janvier 1581. Dans son abrégé des observations forenses, Belordo, que Évin, on le sait, tenait en fort peu d'estime, rappelle en effet qu'il n'y a province en France où il se trouve tant d'usements particuliers qu'en Bretagne. Il déroge à la vérité du droit commun et à la coutume générale du dit pays. Toutefois, ils sont autorisés par Issel et par plusieurs arrêts. Encore fallait-il prouver ces règles non écrites, et Évin était presque au milieu de sa carrière lorsque l'ordonnance de 1667 abolit les enquêtes par turbe qui avaient servi à mettre en lumière certains usements, comme le rappelle le deuxième des arrêts en robe rouge de l'ERA ou certains arrêts du Fay sur le domaine congéable. Dans le mouvement de substitution des actes de notoriété aux enquêtes par turbe, les praticiens avaient donc un intérêt certain à voir publier et diffuser les usements restés non écrits depuis l'approbation de la coutume, et ainsi à les présenter. C'est dans ce cadre que Pierre Évin intervient en quelque sorte comme ethnographe des usements locaux, et parmi ceux-ci, les usements du domaine congéable. Le domaine congéable est un mode d'exploitation des terres propre à la Bretagne et méconnu des non-originaires. Les définitions qu'en donnent sous l'Ancien Régime les dictionnaires juridiques parisiens sont partielles ou approximatifs. Mon intervention a pour objectif de rappeler que la place d'Évin a été centrale dans la publication des usements du domaine congéable, c'est ma première partie, et que ces quelques écrits commentant ceux-ci ont contribué à leur compréhension et alimenter à son insu, et on le verra, la polémique sur la nature féodale du domaine congéable. Donc, en première partie, Évin, quelque part éditeur, la publication des usements du domaine congéable. Évin, éditeur de son vivant. Les éditions de la coutume de Bretagne, avec l'éthologie de Bertrand d'Argentier, contiennent les usances particulières des villes de Rennes, de Nantes, de Vannes et de Gouello, mais pas les usements du domaine congéable. L'édition publiée par Pierre Loisel en 1628 et la 4e édition des coutumes de Belordo de 1643 reprennent ces mêmes usances. La raison en est donnée par Évin dans l'édition de la coutume de 1682. Il observe que ces usances furent reçues par messieurs les commissaires réformateurs, approuvées et insérées dans le livre coutumier, alors que celles qui concernent le domaine congéable, leur ayant été présentées, ils ont remis à l'examen à un temps plus opportun, et à la fin de la publication du procès-verbal de la coutume, ils ordonnèrent par forme de provision que ceux qui prétendront les droits de covenant et de domaine congéable en useront comme ils en ont fait par le passé, bien et dûment. Je ferme les guillemets de Évin. Restait donc à les établir. Donc l'abrégé de Belordo contient, outre le propos introductif dont j'ai cité l'extrait, la reproduction des 34 articles de l'usement de Rohan, tels que présentés lors de la réformation de 1580 au commissaire réformateur. L'usement de Cornouailles, et on en a parlé ce matin, avait également été présenté au commissaire réformateur et avait été surtout publié et commenté en 1644 par Julien Furic, avec à sa suite l'usement local de la principauté de Léon et juridiction de Daoulas non commenté. L'édition de 1654 des arrêts du Fay comprend aussi ces usements. Il n'est donc pas surprenant que la première coutume de Évin reprenne ces différents usements. Alors, le nom d'Évin n'apparaît pas dans cette édition de 1659, dont Plagnol nous dit que les exemplaires non écoulés furent remis en vente en 1674 et 1680 avec de nouveaux titres, mais tous proviennent du même tirage. Et c'est vrai que l'erreur vient du fait que l'édition de Vathar de 1674 se présente
comme la première édition, alors qu'elle reprend, hormis la page de titre, l'édition de Garnier de 1659, et on sait, à travers des arrêts de Dufay, que Garnier était l'éditeur de Évin. Donc, publié la même année que la seconde édition des arrêts de frein chez le même imprimeur avec le même privilège, donc cette coutume est connue comme la coutume de Évin et annonce les éditions successives jusqu'à la petite coutume de Poulain-du-Parc de 1759 qui la surpassera, mais ces éditions de Évin seront très largement diffusées. Donc cette édition enrichit la connaissance des usements du domaine congéable. L'avis introductif au lecteur précise « J'ai ajouté aux articles de la coutume interprétés par les arrêts les usements locaux observés dans l'étendue de plusieurs seigneuries de la province dont il n'y avait eu jusqu'ici qu'une partie publiée. » L'avertissement de la 3e édition des arrêts de frein fait comprendre que le libraire est l'auteur de cet avis, avec la fameuse erreur sur les auteurs des arrêts, Durand, Frein et la correction de la 3e édition. Reste qu'il est communément admis qu'Évin a été étroitement lié à la publication de cette coutume qui porte son nom. Et une remarque des arrêts des volants le confirme en visant pour cette coutume les soins de défunt M. Évin. Il est répondu en cela à l'appel de Furic, qui, dans l'épître de son petit livre, annonçait un travail de plus grande ampleur, tout aussitôt que j'aurais reçu des plus savants les mémoires et instructions nécessaires pour le mettre à sa perfection. Concernant les usements, l'apport majeur de la coutume de Évin, et outre le résumé donné par Évin d'une enquête par Turbe de 1570, d'y présenter le supplément de l'usance de Brouérec ou mémoires et instructions concernant l'usement de Brouérec par Katcher. On y trouve également d'ultimes précisions sur le droit de Quévez, à la suite du rappel des arrêts de 1575, ce qui a été rappelé dans le fonds Évin, et tout converge, puisque Évin écrit « Nonobstant lesquels il a subsisté dans la meilleure part des terres de cette abbaye. Il me souvient l'avoir vu confirmé en 1642 pour le Palacret, plaidant maître Jandier, et en 1648 il a été confirmé au profit des religieux de l'abbaye de Bégard, sur les titres desquels j'ai extrait les précédents articles. Au reste, M. Dufay, du sentiment duquel je ne puis me départir, écrit Kénez et non Quévez, comme le commun, et après lui Rageot dans son indice, peut-être que ce mot vient de Kéné, que l'on m'a dit signifier en breton « va dehors », quasi droit d'expulsion. Il est difficile de penser que cette précision toute personnelle est le fait du libraire. C'est donc, me semble-t-il, la confirmation que, comme la majorité des avocats au Parlement de Bretagne, Évin ne parlait pas breton. Mais les usements et les arrêts étaient rédigés en français, encore fallait-il que le choix soit rigoureux, et dans l'avis au libraire des éditions de la coutume de Évin de 1659, 1664 et 1680, il est rappelé l'importance du bon choix des arrêts et de la proximité des auteurs. Donc sa qualité d'avocat conférait à Évin une intime connaissance du palais, très précieuse pour assister le libraire dans la collecte et le choix des arrêts. Il poursuivit sa tâche d'éditeur parallèlement aux honneurs et fonctions officielles et occupées en son nom. Et donc l'édition de 1782, qui est un tout petit format, porte le nom d'Évin et donc identifie sa coutume. Et dans l'avertissement sous son nom, Évin précise « J'y ai joint les usances particulières, la plupart desquelles furent imprimées la première fois il y a 25 ans, mais qui avaient besoin d'être revues. Le libraire a souhaité que je témoignasse que j'y ai donné mes soins, je le fais, et proteste que j'y ai agi avec tout le soin et le zèle qu'on doit avoir pour le bien public. » Donc à la fin de sa vie, Évin avait accumulé les honneurs et faisait déjà autorité. La deuxième sous-partie sur la postérité de sa coutume, bien qu'il ait souligné qu'elle n'a longtemps pas dépassé les limites de la Bretagne, c'est le fameux mot de Plagnol. La postérité d'Évin fut réelle tout au long du XVIIIe siècle, et de nouvelles éditions de la coutume d'Évin parurent en 1730 puis 1736 pour la 4e édition, avant que la grande coutume de Poulain-du-Parc ne prit aussi son nom, d'une part parce qu'elle contenait ses commentaires, et puis aussi parce qu'il y avait sa biographie en tête d'ouvrage. Donc toute étude du droit coutumier breton passe nécessairement par Évin, on l'a dit. Les éditions posthumes de 1730 et 1736 contiennent le traité des domaines congéables à l'usement de Tréguier et Gouelot de Rosemar, qui avait été publié anonymement à l'origine et était ignoré de Évin lorsqu'il signa sa consultation du 6 novembre 1678 en précisant « De sorte que jusqu'ici, il n'y a
aucune rédaction des usements de Broérec et de Tréguier, mais seulement quelques mémoires à l'égard de Broérec, que le sous-signant fit imprimer il y a environ 20 ans avec les autres usements, et ensuite de la coutume générale de la province, et pour Tréguier, il n'y en a aucun. Certaines consultations de Évin étaient diffusées sans attendre leur réunion à titre posthume, et ce constat est, à mon avis, en lien avec la rédaction et la publication par Rosemar de son traité. Sur la foi du comte Corbière, il est généralement écrit que cette publication fut faite à l'origine à Vannes par Julien Morisset en 1712, mais une confusion est faite avec la date de décès de cet imprimeur vannetais, puisque De Beauve rappelle que les impressions vannetaises de Julien Morisset cessèrent à partir de 1690, après le retour d'exil du Parlement. Et surtout, le traité de Rosemar a également été imprimé par Mathieu Ovus dans ses quelques impressions vannetaises, qui sont datées entre 1678 et 1686. Donc, comme je possède les deux impressions de ce traité, j'en conclus que la date de l'impression de Rosemar est entre 1678 et 1686 du vivant de Évin. La coutume de Sauvageot reprend le même texte. La publication des arrêts de Dufay par Sauvageot renvoie aussi à Évin sur l'ignorance des suites données à l'arrêt du 12 avril 1575 sur l'usement de Bussière. Maître Pierre Évin a déclaré la même non-savance à la page 398 de la coutume, où il l'a rapporté à la fin des arrêts, à la fin des usements avec l'arrêt de l'auteur. Les coutumes de Poulain du Parc ne contiennent pas les usements malgré l'annonce qui en avait été faite. Ainsi, les éditions successives des coutumes de Évin constituent bien, pour la seconde moitié du XVIIe et tout au long du XVIIIe, l'accès principal aux usements non intégrés dans la coutume, et principalement ceux du domaine congéable. Il est vrai que la doctrine la plus autorisée, je cite Chénon, le commentaire de Pierre Évin, qui fut souvent réédité et qui est considéré à juste titre comme le meilleur. Donc à compter de 1682, les éditions apportent une précision sur l'usance concernant la juridiction dans les cantons de Covenant, mais Évin ne s'est pas contenté de collecter les usements du domaine congéable, sans que cela constitue l'essentiel de son travail. Il ne pouvait pas les ignorer en tant que juriste. Donc je poursuis avec Évin, jurisconsulte, l'explication des usements du domaine congéable. Évin, en tant que sachant des usements du domaine congéable, en tant que jurisconsulte breton, donc Évin s'intéressait certes plus à l'histoire, mais avait publié quelques consultations sur le domaine congéable. Donc on trouve une consultation sur la nobilité du domaine congéable et surtout la 104e consultation des consultations avec un grand C et la 10e consultation dans les questions féodales. C'est peu. Le commentaire manuscrit de la coutume attribué à Évin ne mentionne ni ne reproduit l'arrêt sous l'article 686, les usements du domaine congéable. Et dans les arrêts de Frein, l'arrêt 61 sur le congément n'est pas commenté. Ce relatif désintérêt ne veut pas signifier qu'il n'y a rien à tirer d'Évin, parce que même si Jean Meyer l'a dit en citant Baudouin de Maison-Blanche, on a trop souvent identifié les limites de l'extension du domaine avec celle de la Basse-Bretagne. Évin, en tant qu'avocat rennais, avec son univers intellectuel lié à la Haute-Bretagne et son attirance pour Paris, ses savants et sa cour, ne pouvait pas ignorer ses clients qui étaient attachés à la Bretagne. Sa connaissance des usements était meilleure que celle de son père, parce que si on reprend le début de la biographie de Poulain du Parc, il rappelle que Pierre Évin, père, était ignorant des usances particulières de chaque ville et à plusieurs évêchés de cette province. Et n'étant pas bretonnant, Évin avait une connaissance au travers des procès du domaine congéable. Cette connaissance était toutefois contestée, puisqu'on souligne que sa légitimité lui a été remise en cause au moment de la Révolution, où on trouve donc chez Dubreuil la pétition de plusieurs propriétaires de l'Esnevin pour contester l'abolition du domaine congéable, qui déplorent la méconnaissance, et je les cite, d'un usement particulier tellement ignoré et local qu'il était ignoré même dans la capitale de la ci-devant Bretagne,
par les plus grands jurisconsultes qu'elles aient produits, par les d'Argentré, les Évins. Donc Évin n'a pas rédigé de traité du domaine congéable, ce n'est pas là qu'on va retrouver un traité d'Évin, mais Jean Meyer considère sa consultation 104 comme absolument essentielle et très sûre. Elle n'a pas été publiée et on va voir quand même qu'elle présente le domaine congéable. Donc Évin fait une présentation claire du domaine congéable en le replaçant dans son contexte. Il s'agit d'initier le lecteur, que l'on peut deviner étranger au droit coutumier breton, à cette spécificité bretonne. Évin rappelle qu'il ne figure pas parmi les contrats nommés. Il s'agit d'un contrat innommé, et je le cite Évin, c'est une espèce d'amphithéose ou de location du fonds avec aliénation des édifices et superficies qui se pratique dans quelques évêchés de Basse-Bretagne, le bailleur retenant une espèce de seigneurie foncière ou directe, une espèce de directité qui explique qu'il soit appelé seigneur foncier. Si la référence au contrat de droit écrit n'a pas fait débat, Évin suit en cela d'Argentré, le renvoi au fief a été critiqué, d'abord par Chénon, le seigneur foncier dit Évin retient une espèce de seigneurie directe. Cette expression eût été fort inexacte à l'origine, car le bail à convenant n'avait par lui-même aucun caractère féodal. Cette propriété du tréfonds conservée par le bailleur était pleine et entière, sans aucun démembrement, en domaine utile et en domaine direct. C'est la critique de Chénon. Le contrat de convenant n'est pas pour autant une convention sui generis, et l'apport principal d'Évin, qui sera repris tout au long du XVIIIe siècle, c'est de donner les trois éléments substantiels au convenant, que sont la pleine propriété du fonds par le seigneur, la faculté pour le preneur de jouir de son fonds moyennant un certain prix en ayant fait l'acquisition des édifices et superficies, ce qui explique qu'il soit appelé homme domanier, seigneur superficiaire et colon, et la faculté qu'a le seigneur foncier d'expulser le colon, nonobstant quelque longue suite d'années que ce soit, en le remboursant de ses superficies, c'est-à-dire d'expert, ce qui est à l'origine du nom de covenant et domaine congéable. Cette présentation d'Évin est citée intégralement par plusieurs auteurs à la suite, et après avoir rappelé l'existence de 4 convenants, Évin limite sa consultation à son objet, à savoir aborder 2 questions juridiques aux enjeux conjoncturels évidents dans la période de forte tension entre seigneurs fonciers et domaniers consécutives à la révolte du papier timbré, les corvées et les stratégies foncières. Donc les traitements des corvées rappellent que les consultations répondent d'abord à une demande et non à un intérêt doctrinal. Les corvées représentent aussi une lourde charge pour les colons, mais leur dureté sociale n'est pas spécifique au domaine congéable. La question couvre plus de la moitié de la consultation, le droit n'étant pas substantiel, c'est-à-dire n'étant pas un des 3 éléments qui qualifient le domaine congéable. Évin l'aborde en feudiste, sous l'angle juridique de la distinction entre droit naturel, ceux qui n'ont pas besoin d'être stipulés dans le titre pour trouver à s'appliquer, et droit accidentel, qui requiert un titre. Donc les corvées sont, et sans surprise, des droits naturels, donc si elles ne sont pas exclues, elles s'appliquent. Et exilé à Vannes avec le Parlement, Évin expose dans sa consultation ce qu'il nomme un abus des seigneurs fonciers qui ont converti en monnaie sonnante et trébuchante les corvées, et ce qui a été sanctionné par le Parlement, puisque l'usement de Rohan prévoyait expressément qu'elles fussent payées en nature. Donc c'est un arrêt du 9 novembre 1676. Ensuite, les stratégies foncières. Donc au moment des corvées, Évin apparaît comme un correspondant aussi, en informant le lecteur sur les sanctions contre le colon ayant cessé de faire les corvées. Sur les stratégies foncières, exposées par Évin, elles sont spécifiques au domaine congéable. Elles sont étudiées au regard des moyens qu'employaient les colons pour rendre plus difficile ou moins profitable l'exercice du congé, en grevant le fonds et ceux employés par les seigneurs fonciers pour les contrecarrer. Donc il y a une opposition de stratégie entre l'intérêt du je cite Évin, l'intérêt du foncier, du seigneur foncier, et que le preneur ne multiplie pas les édifices et superficies parce qu'il pourrait par ce moyen priver obliquement le seigneur foncier d'exercer le congément,
vu que le remboursement de ce qui serait dû, il ne trouverait aucune utilité à réunir au fond les superfices, le prix desquelles pourrait valoir beaucoup plus que le fonds lui-même. À cet effet, Evin précise que les grands bois et arbres de décoration ne sont pas des superfices et évoque aussi la question des rénovations lourdes avec une citation qui donne vie à la situation rencontrée, puisqu'il dit « Ces malicieux paysans tâchent de charger le fond d'édifices pour dégoûter le seigneur foncier de les déposséder. » C'est ce que dit Evin. Et Evin aussi met en avant le bon sens pour conseiller une solution équilibrée s'agissant des jeunes plants de chêne qui sont sur les fossés. La question, c'est est-ce que c'est une superficie ou est-ce que ça appartient au seigneur foncier? Et donc, Evin déconseille de les lister dans l'inventaire et dit qu'en cas de disparition, les colons ne seront pas tenus à indemnisation si leur taille n'est jusqu'à la grosseur des essieux de charrette, car à moins de cela, ils sont exposés à être coupés par le premier charretier qui en aura besoin. Donc, dans ces consultations, on retrouve non seulement un témoignage et des explications claires, mais on retrouve aussi les autres caractéristiques des écrits et consultations d'Evin. Il se jauge d'abord avec d'Argentré, Evin citant sur ce point la glose de son rival sur l'article 299 de l'ancienne coutume pour qualifier le domaine congéable. Ensuite, citant l'indice de Rageot, il veille à être un lexicographe du droit coutumier breton autrement plus rigoureux que ne le sera après lui le brigand. Donc, à titre d'exemple, il dit que le terme rabine signifie en Haute-Bretagne 2 ou plusieurs rangs d'arbres plantés à la ligne pour orner l'avenue d'une maison, mais en Basse-Bretagne, on étend la signification de ce mot même à un simple rang d'arbres. Il est aussi un juriste rigoureux se référant si nécessaire aux autres coutumes, avec une citation de la coutume du Bourbonnais sur les corvées. Et un jurisconsulte au plus près du palais, puisque dans sa consultation, il rappelle, et nouvellement par arrêt de règlement du 16 février 1678, Grand Chambre et Tournelle Assemblée, rendu sur les informations de messieurs les commissaires pour les crimes impunis qui avaient été informés, que la plupart des seigneurs fonciers abusaient des droits de corvée en les étendant au-delà des justes bornes. La Cour a fait défense à toute personne de les exiger plus grandes qu'elles ne sont dues. Donc, dans ses consultations sur le domaine congéable, Evin est d'abord un sachant et n'apparaît pas comme voulant marquer de son empreinte la doctrine, contrairement à ses travaux plus historiques, au premier rang desquels se placent les partages nobles et l'assise au comte Geffroy. Son nom reste toutefois attaché à la notion polémique de fief anomale. Donc, à l'occasion d'une discussion sur la nobilité des rentes, Evin conclut son rappel de la situation. Ainsi, ce n'est pas mal à propos que quelques-uns ont dit que le covenant et domaine congéable était un fief anomale. Ce développement va alimenter l'une des grandes controverses de la Révolution française, celle de la nature féodale du domaine congéable. La notion de fief anomale fut consacrée dans 2 actes de notoriété de 1758 et 1774, avec une qualification pour le domaine congéable de fief anomale, bâtard, hétérogène, tel que repris dans la compilation de Poulain du Parc. Le point de droit s'établit ainsi, dans les usements de Rohan, Cornouailles, Bouérec, Tréguier ou Guélo, si le seigneur foncier a principe de fief, le domaine congéable a vrai caractère de féodalité comme fief anomale, dont le domanier a le domaine utile et le seigneur foncier a le domaine direct. Poulain du Parc s'appuya sur Evin pour reprendre cette qualification et lui conférer une portée non plus seulement doctrinale, mais proprement législative. Et Chénon expose, ce n'est pas mal à propos que quelques-uns aient devenu, sous l'influence de la féodalité, on avait fini par considérer la tenue conventionnaire comme noble vis-à-vis des bailleurs. La graine incidemment plantée par Evin avait été reprise pour conférer au bail à covenant une nature féodale à la fin de l'Ancien Régime, mais dans le contexte rappelé ci-dessus, sa notoriété posthume n'a-t-elle pas été instrumentalisée? La critique de la notion fut en effet vive. Après avoir marqué son désaccord, cette opposition de caractère prouve combien est impropre la qualification de fief anomale assez communément donnée au domaine congéable. Elle fut reçue au barreau vers le milieu du siècle et consacrée par l'autorité d'Evin.
Je viens de citer Baudouin de Maison-Blanche, qui est très sévère en disant « Évin, sur cette question, n'est d'accord ni avec lui-même, ni avec l'acte de notoriété de 1758 ». Tronchet ira dans le même sens au moment de clore la querelle, en précisant que l'on consulte Lérat, d'Argentré, Évin, Perchambault, de Voland. Tous diront que le domaine congéable n'est ni un fief ni une censive, parce qu'il ne transfère aucune propriété au preneur et qu'il n'est qu'un simple fouage. La notion fut pendant les 10 ans de la Révolution au centre des discussions sur le sort du domaine congéable, souvent à front renversé. Évoquant le fief anomale tel que repris par Poulain du Parc, Tronchet s'interrogea ce qui l'a conduit à inventer cette expression bizarre et forcée de fief anomale et hétéroclite. Carré, à sa suite au début du 19e, considère cette notion comme un langage barbare qui ne présentait que des idées confuses, nées de ce qu'on n'avait pas su distinguer les droits divers attachés aux diverses qualités de propriétaires fonciers et de seigneurs de fief, souvent réunis et confondus en la même personne. Mais comme on l'a dit, Évin n'avait pas fait l'exercice. Donc, en conclusion, modernisant le débat et comparant le domaine congéable avec le précarium romain et le tenancy at will du droit foncier anglais, Dominique Gorier a démontré la difficulté des rapprochements, voire l'illusion des comparaisons. Le fief anomale est un exemple breton d'ancien régime de qualification artificielle et tendancieuse, si l'on prend les meilleurs auteurs contemporains, Mallory et Hennes, sur le droit des contrats, donc à juste titre controversé. Il faut donc l'oublier et ne retenir d'Évin sur le domaine congéable que son travail de pédagogue tel qu'il se déploie dans ces deux consultations qu'il y consacre directement. Qui veut connaître le droit coutumier breton et y prendre plaisir doit lire Évin, et qui veut savoir ce qu'est devenu le domaine congéable doit consulter le code rural, puisque on sait qu'il y figure toujours. Et sur la question des jeunes pousses, eh bien, l'équité a conduit à ce qu'on les partage par moitié. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur Évin au travers d'un sujet qui rentrait dans le format de l'après-midi, parce qu'on sait que quand on aborde les sujets d'histoire et d'histoire du droit, il faut mieux prévoir 4 heures que prévoir une demi-heure. Je vous remercie. Merci.